Cette nouvelle émission Santé Plus est consacrée à la santé en milieu touareg. Avec nous, Zakiatou Oualet Alatine. Vous êtes chercheuse. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour Bernard. Bonjour Christine. Donc bonjour. Vous avez collaboré récemment à un ouvrage intitulé Maladies et soins en milieu touareg aux éditions L'Harmattan avec un anthropologue, un socio-linguiste, un historien et un médecin. Et pourquoi vous êtes-vous intéressé à la santé en milieu touareg? En fait, je suis une personne curieuse qui aime les gens. Et donc, je suis toujours à l'affût de ce qui intéresse les personnes avec qui je parle ou que je rencontre. Je ne peux pas rester indifférente à ce qu'on me dit, même si ce n'est pas mon domaine. Cela m'intéresse, m'interpelle, d'autant plus que pendant des années, j'ai travaillé dans le développement durable et toutes les choses qui interpellent donc, le fonctionnement d'une société, dans le sens donc, de l'améliorer et de le faire avancer, sont des choses qui m'interpellent naturellement. Je ne peux pas y échapper, je ne peux pas ne pas le regarder et ne pas chercher à comprendre. Et c'est dans cette compréhension et dans l'interaction avec la tradithérapeute que j'ai été amenée donc, à discuter avec elle plusieurs fois. Et donc, elle a senti le besoin de donner son témoignage par rapport à son savoir. Alors, ce que vous appelez tradithérapeute, c'est une personne... Tradithérapeute, c'est une personne qui a pour vocation, dans le milieu traditionnel, de soigner, d'accompagner. Et c'est vraiment des médecins du milieu rural traditionnel. Alors, est-ce que vous pouvez définir, le mot touareg, l'acception là, c'est géographiquement, où sont-ils, combien sont-ils? Alors, les Touaregs sont à cheval entre plusieurs pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et plusieurs autres, l'Algérie. Et on parle aussi exactement, et on parle aussi de toute la communauté berbère qui se trouve au-delà de ces pays que je viens de citer, par exemple au Maroc, en Algérie et un peu aussi en Mauritanie. Et donc c'est une guérisseuse traditionnelle, cette tradithérapeute, on dit aussi Tena Safart, c'est ça? Oui, donc en touareg, le mot consacré pour le soignant, c'est Tena Safart pour la femme et Tena Safar pour l'homme. Et donc cette dame a parcouru des kilomètres, des centaines de kilomètres dans tout ce milieu où vont les Touaregs, oui, pour pouvoir trouver ces remèdes, ces plantes, ces roches. Oui. Comment faisait-elle concrètement? Donc là, elle nous a vraiment, dans ce livre, j'ai eu l'opportunité et le plaisir de la suivre, non seulement de suivre comment elle traite, de voir comment elle approche ses malades et également de voir comment elle collecte ces médicaments qu'elle utilise. Il n'y a pas que les plantes, il y a aussi des roches, il y a des types de sable, il y a des types de racines. Donc c'est tout un ensemble de choses qui viennent de la nature qu'elle utilise. Et bien sûr, à côté de ça, il y a des savoirs ésotériques, des comportements, des paroles, qui accompagnent donc ces traitements-là. Et la religion un peu aussi. Et la religion un peu aussi. Et également, je dirais plus encore de la morale, pas tout à fait comme la morale dans le sens européen, mais dans le sens du savoir-vivre avec les autres. Donc il y a un ensemble de codes qu'on doit avoir pour être un bon guérisseur et pouvoir donc exercer ce métier de guérisseur dans une société pleinement pacifiée parce qu'ils apportent donc leur savoir-être inclus aussi dans cette médecine traditionnelle. Et alors cette personne est décédée l'an dernier à un âge très avancé. Oui. Elle avait donc une très longue expérience, oui, qui remonte à quand et d'où tenait-elle son savoir? Alors, selon ce qu'elle a raconté par sa propre voix et qui est dit dans ce livre, c'est qu'elle a commencé très jeune. Elle a commencé d'abord parce qu'elle avait un don, une curiosité, et elle avait aussi un don pour l'observation. Et elle avait aussi autour d'elle quelques personnes dans sa famille, notamment elle parle d'un oncle, elle parle de ses tantes, d'une tante, et elle parle des personnes qu'elle aime.
même si c'est des grandes personnes, en petite fille, ceci l'a beaucoup impressionnée et l'a amenée donc à s'intéresser à ce que les gens font. Et petit à petit, donc, elle est rentrée dans ce milieu de soins à travers donc, tout l'exercice du métier par les autres, si je peux l'appeler métier. Donc c'est important parce que son savoir était oral, hein, oui. Et donc il ne pouvait pas être transmissible, en tout cas à d'autres qui n'étaient pas proches d'elle. Vous avez mené pendant plus de 10 ans des entretiens avec elle pour avoir tous ces éléments, tout ce qu'il y a dans cet ouvrage. Oui. Et quelles sont donc les principales maladies des Touaregs et quels sont les principaux remèdes qu'on peut trouver dans ce livre? Donc là, déjà, dans ce qu'elle nous a dit, il y a plus de 200 maladies qu'elle a citées, ou 300, je ne me rappelle pas exactement, mais dans le livre, on n'a parlé que d'une 130 maladies, je crois, et différentes maladies. Certaines, elle sait très bien qu'on les retrouve uniquement dans certains milieux, elle le dit, de par son expérience, parce qu'elle a aussi bien soigné des Touaregs que d'autres communautés du Mali. Elle a soigné des Sorés, elle a soigné des Bambara, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle était dans son milieu, elle mettait à disposition son savoir-faire. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment un peu... qui traverse les frontières de l'ethnicité. Donc, qui va au-delà de la frontière, mais toujours avec un savoir endogène à la société à laquelle elle appartient, c'est-à-dire la société touareg. Et quelles sont les principales maladies qui frappent les Touaregs? Donc là, elle parle de beaucoup de maladies. Elle parle par exemple du paludisme, elle parle des diarrhées, elle parle des maladies des yeux, elle parle des maladies comme la jaunisse, elle parle des maladies comme... le cancer, elle parle des maladies comme beaucoup d'autres, comme la tuberculose, comme jusqu'aux simples maladies de la plaie au doigt, au pied, de l'écorchure sur la peau. Donc c'est tout un ensemble de maladies qu'elle connaît et qu'elle a traitées. Et elle a parlé aussi, par exemple, dans les livres, ce qui est très intéressant, des épisodes de grandes épidémies, telles que les varioles qu'on ne connaît plus, et elle savait aussi que cette maladie n'existait plus. Et elle a justement raconté comment elle a eu à faire face pendant l'épidémie des varioles qui a frappé le Mali dans les années 60, donc au début de l'indépendance, juste au moment où la décolonisation était en cours. Elle parle de cette expérience-là où le pays n'était pas encore outillé, n'avait pas de vaccin, et comment on a donc fait face à cette grande épidémie de variole de cette époque. Et donc elle explique qu'ils vaccinaient déjà traditionnellement avec une épine en prélevant un peu de pus sur un bouton infecté bien sûr du malade. Et donc, tout ce processus, elle le décrit, et elle décrit aussi comment elle a fait face à ça en tant que soignant pour ne pas propager la maladie. Oui, elle décrit justement une expérience qui sont très intéressantes dans cet ouvrage. Exactement. Ce sont les expériences avec ses patients et avec une maman et sa petite fille, oui. Enfin l'enfant qu'elle isole pour éviter qu'il ne soit contaminé. Exactement. Et qu'elle lave, qu'elle se met à l'écart et qu'elle lave tous ses vêtements après avoir été soignée, cette jeune femme à qui elle apporte des vêtements et qu'elle a réussi à sauver avec son enfant. Les deux étaient en vie à l'issue de l'épidémie. Ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment tout un ensemble. Elle est à la fois, disons, dans ce milieu, j'ai compris en tout cas, qu'ils sont à la fois traitants, médecins traitants, et ils sont aussi, ils font le social à côté, ils font tout cet ensemble. Il faut avoir cet art et il faut aussi avoir l'art de l'approche des gens. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la vie des gens comme ça. Par exemple, la dame dont elle parlait, c'est l'épouse d'un fonctionnaire de Oran dans la petite ville où ils étaient. Donc déjà, pouvoir l'approcher, la sortir de la famille, la soigner dans le cadre de l'isolement dans lequel tous les malades étaient mis, sans médicaments, sans suivi, et la suivre particulièrement, quand même, il fallait trouver la parole nécessaire
vis-à-vis de la famille de la patiente et de l'administration. Oui, parce qu'il y a aussi un côté psychothérapeutique. Exactement. Et quel est, dans les exemples que vous citez dans le livre, quel est celui ou quels sont ceux qui vous ont le plus frappé? Des exemples de maladies, de soins qu'elle a prodigués. Bon, là, par exemple, elle parlait de la variole dont on vient de parler. J'ai trouvé ça vraiment assez complexe comme approche de maladie, et pourtant qu'elle maîtrisait bien. Elle a parlé aussi de certaines maladies de femmes, des maladies de femmes. Elle a parlé des maladies des hommes. Or, dans ce milieu, disons, traditionnel, ce n'est pas facile de faire le pont entre femmes et hommes. Et pourtant, elle a soigné des hommes. Elle a soigné des maladies gynécologiques féminines, masculines. Donc, tout ça est assez impressionnant de voir donc cette petite femme dans un milieu où quand même la masculinité est quelque chose de très établi. Et donc, transpercer tout ça et passer à travers les mailles sans... C'est impressionnant pour moi. Et elle a soigné notamment un soldat, il me semble, qui avait une épine dans l'œil. Oui. Et elle a tellement bien soigné que l'administration a voulu la recruter pour qu'elle soit voulait la recruter, oui. Ouais. Elle voulait la recruter, mais il y avait toujours ce sentiment de peur de l'administration qui a fait qu'elle n'avait pas accédé à cette demande-là. Elle a eu plutôt peur dans l'administration parce que c'est vraiment... Le milieu rural est très loin de l'administration centrale. Donc, elle avait peur de se retrouver emprisonnée dans un carcan qui ne va pas lui permettre d'exercer son métier comme elle l'entend. Et donc... Et alors, précisément, comment exerçait-elle son métier? Parce que les Touaregs sont disséminés, comme vous l'avez dit, sur plusieurs pays. Oui. Et en plus, ils sont nomades, donc ils sont à la fois partout et nulle part. Oui. Comment exerçait-elle? Bon, disons qu'ils ont quand même un parcours pour chaque famille ou pour chaque clan qui est plus ou moins connu et les déplacements se passent sur certaines périodes de l'année à des moments précis. Donc, et ce qu'elle décrit, c'est que déjà, ils font des provisions dans les plantes. Ils font des provisions dans les parties minérales, les roches qu'ils utilisent. Ils font également des provisions parce qu'il y a certains soins qu'ils font uniquement avec les aliments. Et eux-mêmes, en automédication. Exactement. Aussi, donc tout ça, c'est des provisions qu'ils font. Et ils connaissent... Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une médecine qui est déconnectée de l'environnement. Ils connaissent à chaque endroit quelles sont les plantes qu'ils peuvent trouver. Et aussi, c'est une médecine qui se traduit par l'effet de l'environnement sur l'être humain et l'effet de l'être humain sur l'environnement. Donc, il y a tout ça qu'ils prennent en compte dans la façon de soigner. Par exemple, ils savent qu'à telle époque de l'année, ils seront sur les dunes ou ils seront dans les montagnes. Les montagnes sont réputées chaudes. Par conséquent, il faut apporter des aliments qui sont rafraîchissants, etc. Donc, c'est vraiment toute une science qui est là, ou un savoir traditionnel qui est là, qui a été hérité depuis des siècles et qui a traversé à travers justement des personnes comme elle, puisqu'elle-même, elle dit qu'elle a eu à travers son oncle, sa tante, qui était reconnue médecin, qui était reconnue médecin traditionnel. Et donc, d'année en année, de personne en personne, le savoir se transmet. Parce que justement, il y a deux sortes de maladies. Vous disiez, quand il fait chaud, il faut des aliments froids, mais il y a aussi des maladies froides, dites froides, et des maladies dites chaudes. Oui. C'est quoi, cette différence? Pourquoi on les distingue? Alors ça, c'est la notion même de cette médecine traditionnelle touareg, à deux piliers. Donc, il classe les maladies en plusieurs, les maladies chaudes, dites chaudes, entre guillemets, et les maladies dites froides, entre guillemets. Donc, et pour soigner les maladies froides, on utilise des médicaments chauds, entre guillemets, et pour soigner les maladies chaudes, on utilise des médicaments froids. Donc, et ça, c'est justement
tout le sens de la capitalisation des savoirs passés, qui fait que chaque traitant connaît dans son milieu précis quelles sont les plantes chaudes et quelles sont les matières chaudes ou quelles sont, à contrario, les matières froides. Ensuite, la particularité... Mais ça, en fait, ça n'a rien à voir avec la température. C'est comme le yin et le yang, quoi. Exact. Oui, on pense, mais bon, oui. Mais en tout cas, on a remarqué dans ce qu'elle a dit que les maladies froides on les observe plus, sont plus fréquentes durant les périodes froides. Ça, c'est les rhumes, un certain nombre de rhumes. Et également les maladies chaudes sont observées durant les canicules et les périodes chaudes. Donc, c'est ça. Ensuite, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les médicaments aussi sont également répartis en chaud, en froid. Et en plus, un même médicament, suivant sa préparation, peut être chaud ou froid. Par exemple, si vous récoltez les feuilles d'un arbre et que vous les utilisez brutes, un certain arbre, là, les noms ne me viennent pas tout de suite en nom, ça peut se présenter comme un médicament chaud. Par contre, quand vous le mettez dans l'eau quelques jours, que vous utilisez l'eau, là, ça devient un médicament froid. Donc, c'est quelque chose, comme j'ai dit, de très complexe, un savoir très complexe et très varié à l'intérieur. Et pour savoir avec précision, ce n'est que eux qui le savent. Donc, ce que moi j'ai récolté de son savoir, qui est transcrit dans ce livre, n'est qu'une infime partie de ça. Et ensuite, elle explique très bien, elle dit que c'est grâce à l'expérience qu'elle a acquise qu'elle peut, dans certaines situations, innover. Ce que bon, au début, je me posais des questions. Bon, il n'y a pas, parce que pour la médecine moderne, il y a quand même structure, il y a un protocole, donc je doutais. Des études cliniques, enfin, c'est scientifique. Exactement, donc c'était vraiment étonnant. Et je me disais, bon, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé au professeur Gosken de voir quel était son avis sur ça. Et c'est là où il dit dans son commentaire que l'observation est quelque chose de très important pour la médecine et que c'est vraiment une des parties importantes, un pilier. Donc cela m'a un peu rassurée parce que je ne comprenais pas du tout toute cette diversité de soins. Et est-ce que Fadi, puisqu'elle s'appelle Fadi, cette guérisseuse, est-ce que quand elle n'arrivait pas à guérir les personnes, elle pouvait les envoyer à l'hôpital, en ville Oui, ça c'est une des particularités justement de cette tradithérapeute qui m'a aussi frappée, c'est qu'elle ne rejette pas le savoir autre. Elle ne le rejette pas et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand elle remarque chez la personne, elle le dit dans le livre, que c'est une maladie transmissible, donc du domaine de la santé publique, de ce genre. Donc elle recommande aux malades tout de suite d'aller voir le médecin. Et si elle refuse, elle lui dit, bon, si tu as peur, je peux aller avec toi. Je t'accompagne jusqu'à l'hôpital ou au dispensaire si elle est dans une ville secondaire ou une petite ville. Et ça, c'était très important pour elle. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand elle raconte le cas du soldat qui avait eu l'épine dans l'œil, et puis d'autres personnes qu'elle a soignées, qui sont quand même des fonctionnaires en ville, donc des personnes qui, à prime abord, ne se seraient adressées qu'à la médecine moderne, mais n'hésitent pas à la consulter, elle. C'est à cause justement de cette ouverture d'esprit qui n'est pas quelque chose de commun chez les tradithérapeutes et les détenteurs de savoir traditionnels. Bon, il faut quand même une certaine ouverture d'esprit. Alors comment ça se passe dans la vie quotidienne des Touaregs? Un ou une Touareg tombe malade. Comment s'établit le contact avec le guérisseur ou la guérisseuse? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est un réseau? Comment est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, elle explique que pour être guérisseur, ce qui est important, c'est les autres pères qui doivent décider que vous êtes un guérisseur.
que vous avez ce titre de guérisseur. Donc c'est comme une espèce de confrérie. C'est eux une société savante, on dit avec les médecins traditionnels, enfin les médecins modernes, hein, enfin entre guillemets. Ouais. Donc c'est un titre. Ceci dit, il y a des étapes. Ça veut dire qu'on peut commencer à soigner sans avoir le titre de guérisseur. Et petit à petit, on s'achemine vers un guérisseur traditionnel. Alors, soit c'est quelqu'un de la famille, soit c'est quelqu'un de l'entourage, soit c'est quelqu'un du campement voisin ou quelqu'un du campement éloigné ou de la ville qui a entendu parler de ce guérisseur et qui va faire le déplacement vers lui, qui va se rendre et il va être pris en charge par ce guérisseur ou cette guérisseuse dans les conditions pratiquement comme un membre de sa famille pendant le temps du soin. Oui, parce que parfois, on le lit, là, ça dure très très longtemps. Exactement. Donc, si la personne peut être traitée et retourner avoir des médicaments, donc ça se passe comme ça. Autrement, si ça nécessite de l'observation, comme elle le dit dans son livre, et je traduis parce que ce n'est pas exactement le sens des mots, et c'est là où j'ai été beaucoup peinée de devoir traduire et de devoir écrire, parce que je sens que les mots n'ont pas le même sens ni la même valeur dans un contexte culturel ou dans un autre. Donc et ça, c'est toute la difficulté justement de traduire les savoirs traditionnels en français ou dans une autre langue. Les Touaregs se servent de plusieurs langues en plus. Bon, pour les Touaregs, il y a la langue Touareg, le tamashek, qui est parlée dans ce milieu et avec des variations suivant les régions. Mais quelqu'un qui comprend très bien la langue ne va pas se tromper, il ne sera pas perdu, parce que ce n'est que du vocabulaire additionnel de la langue, d'une région à une autre. Et ce savoir, cette médecine traditionnelle, est-ce qu'elle elle est en voie de disparition ou est-ce qu'il y a toujours la relève parmi les jeunes guérisseurs qui apprennent des plus anciens, comme Fadi, le savoir? Il y a une très grande inquiétude parce que, comme on vient de le dire, c'est une médecine qui est liée à l'environnement. Parce que presque la totalité des soins viennent de l'environnement. Donc le fait déjà qu'il y ait la guerre et que les gens soient obligés de se déplacer est une perte pour cette médecine. Et le fait que cette médecine n'est pas codifiée, n'est pas écrite, est aussi une autre perte. Et le fait aussi que les gens sont amenés, suite aux guerres et à toute cette violence, à abandonner pratiquement leur vie traditionnelle, donc est aussi un défi pour ce milieu. Donc, comme on le dit, c'est vraiment des savoirs qui sont en danger. Et plus au Mali qu'ailleurs? Bon, je ne connais pas le cas des autres pays, mais je sais qu'au Mali, c'est vraiment un grand danger, les savoirs traditionnels. Je ne peux pas parler des autres savoirs traditionnels des autres communautés parce que je ne les ai pas étudiés. Donc, mais particulièrement chez les Touaregs, il y a vraiment un danger pour ces savoirs. Et ce qui est important à savoir aussi, à mon avis, parce que la moitié des Maliens, ou plus, je ne sais pas exactement les nombres, vivent dans les zones rurales. Donc cette médecine est la première médecine à laquelle ils s'adressent. Et elle soigne plus de, je ne sais pas, 90% dans le milieu rural. Donc en perdant ce savoir, on perd aussi la faculté de soigner les gens. Est-ce que lorsque vous êtes au Mali, si vous tombez malade, est-ce que vous faites appel à un guérisseur ou une guérisseuse? Bon, moi, personnellement, j'ai été plusieurs fois soignée. Et alors? Par Fadi. Et j'ai été soignée pour plusieurs affections. Donc, et ça s'est très bien passé. Avec des plantes? Avec des plantes, avec des soins, avec des minéraux, avec les aliments. Parce que les aliments aussi sont des médicaments dans ce milieu. La façon dont on mange, la façon dont on prépare, ce qu'on mange, tout ça peut à un moment être un traitement. Par exemple, si vous mangez du sorgho, si vous avez une maladie, je ne sais pas traduire exactement, mais j'ai l'impression que c'est comme
soit une surcharge alimentaire ou... Eh bien, écoutez, malheureusement, l'heure de fin de cette émission vient de sonner. Je vous remercie beaucoup, Madame Zakiyatou Wallet Alatine. Vous êtes chercheuse et vous êtes surtout spécialiste du développement durable et du traitement des inégalités, en particulier en Afrique. Merci beaucoup d'avoir apporté cet éclairage sur ce livre qui sort de l'ordinaire, Maladies et soins en milieu touareg, auquel vous avez fortement contribué. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Et on espère qu'il soit bientôt traduit en touareg, votre livre. J'espère vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci. Et à bientôt.